Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Bonjour Nicolas Vidal. Rebonjour ma très chère Clémence et félicitations pour ce jingle, ce générique formidable. Et oui, tout à fait, fondateur de Puccio Media, tout le monde le sait maintenant Nicolas. Quelles sont les informations à la une de Puccio Media en ce moment ? Moi, j'ai envie de parler d'une vidéo poignante qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, depuis hier. Enfin, c'est comme ça que on l'a estimé chez Puccio. C'est une boulangère qui a fait une vidéo de vraiment un appel à l'aide, mais absolument poignant, déchirant, j'ai envie de dire, en disant qu'elle va recevoir une facture de 3 500 € d'électricité à partir de janvier. Elle a une augmentation de 352% de sa facture. Et en fait, elle va devoir fermer. Elle ne sait pas comment réagir à ça. Et je trouve que cette vidéo, et on va devoir s'habituer, les amis, à avoir de plus en plus de vidéos comme ça, d'appels poignants, de gens qui sont dans le désespoir, complètement désespérés, face à la technocratie de Bruno le rigolo, de Bruno Le Maire. Et ce qui est intéressant de cette vidéo, au-delà du côté poignant, Clémence, c'est surtout qu'en fait, elle parle des aides. Vous savez, ces fameuses aides qui nous disent, notamment pour les gros rouleurs, pour le carburant, ou pour les gens qui consomment beaucoup d'énergie, c'est le cas de vos boulangers, c'est le cas de vos bouchers, c'est le cas de vos artisans, c'est le cas de vos commerces locaux, chers amis, à côté de chez vous, qui vont devoir mettre la clé sous la porte pour ceux qui malheureusement ont un tarif jaune ou sont allés chez un opérateur privé. Et la réalité, c'est que cette vidéo, vous voyez Clément, c'est notre boulot à nous d'aller exhumer comme ça des témoignages sur les réseaux sociaux. Pour montrer ce qui est en train de se passer en France à bas bruit et qu'on est en train finalement d'avoir toute une foule de gens, d'artisans, de boulangers, de bouchers, enfin on va pas tous les passer, qui sont en train je vais le dire, de crever la bouche ouverte malgré les déclarations en grande pompe de Bruno Le Maire qui nous dit finalement que des aides seront trouvées. Vous allez voir, on va essayer de faire le bouclier tarifaire. On en a parlé tout à l'heure dans l'édito de l'escroquerie du bouclier tarifaire qui est payé par les Français. Voilà, c'est ce qu'il y a à la une de Puccio aujourd'hui et je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir mettre ça en avant, chère Clémence. Et Nicolas, évidemment, c'est en lien direct avec le sujet qu'on souhaite aborder avec Greg Tabibian. 4 ans après le premier mouvement des Gilets jaunes, où en sommes-nous aujourd'hui ? Une révolte populaire est-elle vraiment possible ? Quand on voit tous ces gens qui crèvent de faim, qui ont plus faim encore qu'il y a 4 ans, qui sont encore plus dans la difficulté qu'il y a 4 ans, et vous venez de décrire un cas, et pourtant, le réveil n'arrive pas. On va en parler tout de suite avec Greg Tabibian. Vue de haut. Greg Tabibian, pile à l'heure. Ouais. C'est loin, mais c'est beau. Humoriste, vidéaste, vous avez une chaîne YouTube bien connue, Je suis pas content TV. Qui compte combien d'abonnés ? Moi j'ai 340 000 abonnés, mais peut-être que vous avez... c'est ça. En tout cas, voilà, on est dans ces eaux-là, 340 000 abonnés. Greg Tabibian, aujourd'hui on parle avec vous, oui, de ces gilets jaunes, de ce mouvement qui, en tout cas, réveillait une flamme pour beaucoup de nos auditeurs, en tout cas. On y a cru, tous, faut le dire. On a cru que quelque chose allait évoluer, que peut-être la société pouvait changer. Et non seulement ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, alors que les conditions sont encore plus difficiles, que les chaînes se resserrent, eh bien, on a l'impression que la libération devient de plus en plus lointaine. C'est la liberté qui est de plus en plus lointaine. Elle a pris un petit coup dans le museau, la crise des Gilets jaunes. On a eu la période Covid qui fait qu'on n'a pas forcément pris vraiment le goût à la liberté. À la liberté, à sortir, à manifester. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si cette crise du Covid, elle a achevé les Gilets jaunes ou si elle les a pas aidés quelque part. Parce que si on est un peu lucide, à la fin, ça ralentissait quand même beaucoup. Donc, est-ce que ça nous a pas, au contraire, permis d'avoir une nouvelle démonstration de la violence de Macron ? Et donc, peut-être d'autres personnes qui se réveillent ? Parce que l'opinion, je me souviens, avait un peu changé sur ces Gilets jaunes, beaucoup sur ces Gilets jaunes. Et ils avaient pu les plus de 80% de soutien dans l'opinion publique des débuts. Et peut-être que c'est pas plus mal qu'on soit passé par cette période Covid pour remontrer un certain nombre de choses qui n'étaient pas évidentes aux yeux des gens. Mais est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que les gens-là vont reprendre ce goût-là ? On se souvient que Macron y a pensé.
puisqu'il y avait eu des promesses très inquiétantes juste avant le premier tour de la dernière élection. Il avait parlé du respect, que les prestations sociales seraient corrélées au respect de l'ordre et de l'autorité. Participer à une manifestation déclarée, ce n'est pas, non déclarée, ce n'est pas respecter l'ordre et l'autorité. Donc, et il continue d'y penser. On le voit avec la commande de ces centaures, par exemple, pour réguler. Le mot est bien joli, ces manifestations. Donc, on voit bien que les instruments de contrôle sont là, sont présents et sont prêts à réagir en cas de nouvelle révolte. Mais la question, c'est finalement, cette révolte va-t-elle exister? Et si oui, est-ce que ça peut dépasser le premier feu de paille? Est-ce que ça peut mener à quelque chose? Est-ce que finalement, les Gilets jaunes, dès le début, n'étaient pas une révolte qui était vouée à être avortée, puisque peut-être qu'il manquait quelque chose, au fond, dans cette révolte? Peut-être qu'il manquait de fond, un collectif, quelque chose. Je suis pas sûr. Je crois que... J'en parlais avec mon camarade Rougeron il y a pas longtemps. Je crois que quand on étudie beaucoup l'histoire des révolutions, en fait, il n'y a pas de règles. On n'arrive pas à déterminer. Alors, il y a des conditions nécessaires. On les a toutes. On les a toutes. C'est pour ça, on dit les gens sont de plus en plus pauvres, de plus en plus opprimés, et puis il n'y a rien qui se passe. Non, mais en fait, le seuil est déjà dépassé. Le seuil suffisant, parce qu'encore une fois, c'est pas V pour Vendetta, une révolution. Faut pas 65 millions de Français dans la rue. En fait, il en faut 300 000 qui sont vraiment énervés. C'est toujours comme ça que ça s'est fait, c'est toujours comme ça que ça se fera. Donc, on a déjà atteint ce seuil-là. Donc maintenant, la question, c'est quelle est cette petite étincelle? Elle peut partir d'une grosse bavure. Castaner a eu beaucoup de chance. Maintenant, il est au tunnel du Mont Blanc, c'est ça? La petite étincelle, le petit dérapage, mais il y en a eu des dérapages. Oui, mais... Non, mais il y a eu des dérapages de violences policières contre les Il y a eu des violences policières. Il n'y a pas un jeune de 15 ans. Tous les jours, il y a un dérapage verbal de la Macronie contre les Français, envie de les emmerder, ces gens qui ne sont rien. Enfin, bien sûr. Alors, bon, est-ce que, en fait, la question se tourne autrement. Est-ce que les Français ne sont-ils pas, anesthésiés? Ce serait normal qu'il le soit après la crise qu'on vient de vivre des Gilets jaunes. Après, je pense je pense que le pays est anesthésié. Je pense que la Macronie même est anesthésiée. Je pense que les Français depuis des années sautent d'un espèce de narratif délirant à l'autre. Alors, Gilets jaunes, puis après Covid, puis la Ukraine, puis après ce sera autre chose, puis crise climatique, crise énergétique, sobriété subie. Je pense on est tous un peu perdus, on est tous un petit peu gros. Sidérés, en fait. Oui, sidérés de voir Macron enchaîner les déclarations vraiment délirantes, même pas qu'insultantes pour le peuple français. Maintenant, il insulte les autres. Maintenant, il va en Afrique insulter les autres. Il fait absolument n'importe quoi. Et les gens sont un peu, je sais pas si les gens y croient. Mais j'ai plus vraiment confiance en l'outil sondagier, donc j'ai du mal avec les opinions publiques. Combien de gens soutiennent Macron? Surtout que c'est pas vraiment la question, parce que Macron est peut-être plus aimé qu'Hollande, mais ceux qui le détestent beaucoup plus fort. Mais ça, les sondages d'opinion le montrent. Ceux qui détestent Macron comme on n'a jamais détesté Hollande, comme on n'a jamais détesté Sarkozy même. Mais c'était difficile d'ailleurs de détester vraiment François Hollande. Il y a eu quelque chose, un fond... L'homme qui n'est rien, donc oui, voilà. Presque sympathique. Presque sympathique. J'ai vu l'autre jour, je ne sais plus à quelle émission, il y a même un truc que je trouve assez marrant, Hollande. Attention, c'est un salopard, l'action en Syrie est dégueulasse, ce qu'il a fait, la limitation de la liberté d'expression, la préparation de l'état d'urgence dans le droit commun, enfin bon bref. Mais il a un peu d'autocritique sur lui-même. On lui demande s'il a le permis, il répond aux journalistes, comme vous le savez, j'utilise de nombreux moyens de locomotion. Il a ce truc. Mitterrand était le dernier des grands présidents. Hollande est peut-être le dernier président humain, au sens presque anthropologique du terme. C'est un être humain, quoi. C'est-à-dire qu'il peut pas regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire qu'il est rien. Il est obligé quand même de le faire derrière son bureau. Macron, il peut le faire en vrai. Nicolas Vidal. Cher Greg Tabibian, bonjour. On va parler effectivement de cette crise des Gilets jaunes 2018. Ce qu'on avait en 2018, c'est on avait finalement ce que je parle des autruches, on avait les tubes digestifs et on avait aussi une bonne part d'Homo festivus. Je crois qu'aujourd'hui en 2022, l'Homo festivus il a disparu parce qu'il a plus les moyens de s'acheter des trucs. Les autruches, ça devient de plus en plus compliqué et les tubes digestifs, ils commencent à être vides. Donc effectivement, est-ce que vous croyez pas non plus que la sédimentation des crises Gilets
gilets jaunes. N'oublions jamais la réforme des retraites aussi, de fin 2019. Extrêmement, beaucoup de gens dans les rues. Et aussi, rappelez-vous, l'opposition au pass sanitaire et consorts. Et maintenant, ce qu'on apprend aujourd'hui, Idriss Aberkane était là tout à l'heure pour en parler, et ce qu'on apprend tous les jours par rapport à ça. Est-ce que vous pensez pas, Greg Tabibian, à un moment donné, que ça a sédimenté aussi une partie des gens qui ne se rendaient pas compte, qui aujourd'hui risquent de s'associer de fait de leurs moyens économiques qui sont de plus en plus risibles à une manifestation. Après, il cherche il faudra définir bien sûr ce qu'est l'étincelle, mais est-ce que ça n'a pas sédimenté? Est-ce que ça finalement ça n'a pas été un bien ces différentes crises sociales et populaires pour ouvrir les yeux des gens? Un bien, bon, ça c'est chacun verra comme on veut, mais oui, elles ont déjà sédimenté, ne serait-ce que parce que la Macronie a pris le risque politique du haut de sa suffisance de faire cette jonction entre les gilets jaunes et les antivax, comme ils appellent ça, entre les factieux et les non-piqués. Donc ils ont créé ce narratif que c'était les mêmes personnes, donc peut-être que les gens ont fini par y croire, hein. Ouais. Et que Macron est très très sûr de lui. C'est quand même le président dû qu'il vienne me chercher. Donc il a participé à cette jonction, mais elle était naturelle aussi. Tous ces gens ont ce point commun d'être, comme dirait Guy Louis, des dépossédés. Donc les dépossédés se rassemblent parce que ce sont eux qui, comme disait Dostoïevski, font la politique. Et ils sont en train d'essayer de la faire. Et maintenant, quelle est l'étincelle qui fait qu'ils vont pouvoir prendre le terrain? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait quoi? Il y aurait la réforme des retraites. Macron va peut-être pas pouvoir enchaîner 5049.3, mais c'est déjà le 5e. Donc bon, je sais pas quel sera l'événement parce que, ce qui avait lancé les gilets jaunes au départ, c'était quand même le prix de l'essence. Attention, c'est dramatique, mais il y avait plus grave en France. Donc c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus grave qui lance c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder, quoi. Greg Tabibian, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi d'avoir votre avis à ce sujet-là, c'est la fin de la légitimité politique. C'est-à-dire qu'on se rend compte, vous avez parlé du 49.3, on se rend compte que les oppositions, que ce soit le RN ou la NUPES, et je ne parle même pas des Républicains qui sont complètement aux abonnés absents, mais comme ils ont des convictions en texture de tuyau d'arrosage, on n'en attendait pas moins d'eux, finalement. Mais finalement, est-ce qu'il y a aussi ce fait-là qu'aujourd'hui, il y a une vraie, plus qu'une crise, c'est la fin de la légitimité politique qui vient de toucher brutalement, frontalement, même les représentants du peuple qui sont, on le rappelle en permanence, les députés. Est-ce que ça aussi, finalement, c'était pas aussi grave en 2018, alors qu'aujourd'hui, on a bien vu que finalement, on peut parler de l'Union européenne aussi, qu'on ne maîtrise plus rien et que nos députés, c'est véritablement un théâtre d'ombre. On part de la corrida, alors qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui sont en train d'aller à la soupe populaire. Voilà. La situation, elle était quand même la même institutionnellement. On avait le même président qui faisait la même chose. L'état d'urgence sanitaire, ça a été mis en place les quelques premières semaines de son mandat. Donc c'est pas. Les outils étaient déjà là, la situation politique était déjà là, le cadre délirant. On en parlait même au début avec Mathieu Slama de où tu regardes sur le papier, ce n'est plus la définition d'une démocratie, ce n'est pas ça en fait. Elle était déjà là. Après, les gens ont vu que Macron, quand il fait des trucs, c'est pour les utiliser. Donc ils ont vu qu'il irait très loin dans le cynisme. Je pense que non, la plupart des structures supranationales qui nous enterrent, la plupart des directives, McKinsey n'est pas arrivé, et ceux qui avant McKinsey étaient McKinsey ne sont pas arrivés là comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On s'est aperçu qu'effectivement on n'est pas en démocratie et qu'on est obligé de maintenir ce narratif, surtout si on veut botter le cul à Poutine, mais on n'est pas... les gens voient qu'il y a une différence entre le mode d'exercice du pouvoir et ce qui a marqué sur la barquette. Et d'ailleurs, à l'échelle européenne, la transition a été faite. Les discours d'Ursula von der Leyen n'essayent même plus d'être des discours... aucune prétention démocratique. Oui. Aucune prétention. Elle le dit que la démocratie n'est pas sa priorité. Elle le dit que si un pays vote mal, on revotera. Oui. Elle le dit que les droits individuels et la liberté individuelle sont circonscrits au respect du bien et de la morale. Donc, elle s'embarrasse plus. Donc... Non, elle s'embarrasse pas. Puis elle annonce du jour au lendemain qu'elle va livrer des armes à l'Ukraine, qu'elle a signé ses contrats via les SMS, n'est-ce pas, Nicolas Vidal. Donc, avec Albert, avec ce cher Albert, bien entendu, qui n'a même pas voulu venir se présenter devant le Parlement européen, notamment Virginie Joron, on parle très bien. Oui, tout à fait.
D'ailleurs, vous l'avez reçu il y a peu de temps. C'est l'occasion. Exactement. D'inviter les auditeurs à retrouver cette interview. Non, oui, c'est vrai que là, en fait, il y a même plus de spectacle. En fait, le roi est nu et finalement, il ne le cache même pas vraiment. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est la grande révélation d'une certaine façon. Même le spectacle, en fait, n'est plus là. Ou alors il n'y a que le spectacle et on ne voit plus par opposition parce qu'il devient la réalité, puisqu'il n'a plus de réel pour être en contradiction avec le spectacle. Il n'y a plus rien à couvrir, il est le réel. Donc quand le spectacle devient le réel, est-ce que le réel n'est pas le spectacle ? Bon, on va pas faire des cours de philo à 8h du mat, mais même ce spectacle n'est plus divertissant. Moi, je vois que la façon dont je fais de l'humour sur les politiques a changé. Il y a encore peut-être même 3 ans, ça faisait 7 ans que je faisais des blagues pour dire regardez les mauvaises décisions qu'ils ont prises. Aujourd'hui, je me moque d'eux sous un angle de regarder comme ils essaient de faire semblant d'exister. Et je ne me moque plus de mauvaises décisions, je me moque d'absence de décisions. Je me moque de Darmanin, donc on a appris cette nuit qu'il y avait un mec sous double QTF qui a violé une nana aux urgences. Oui. Probablement qu'on va nous filmer en 4x3 son expulsion, c'est une évidence. Mais rien ne sera fait. On a Bruno Le Maire qui nous dit qu'il va mettre des cols roulés, que c'est sa marge de manœuvre. Maintenant, il ne porte plus que des cols roulés. Il ne porte plus que des cols roulés. Toutes les couleurs des cols roulés. On va défiler permanent. Ça devient ridicule. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Ils essaient de montrer qu'ils existent, mais ils n'existent pas. Il y a 49.3, il y a Conseil de défense sanitaire et sécuritaire, il y a cabinet de conseil. Bon. Il y a Union européenne non démocratique. Union européenne non et au-dessus les Américains. Au-dessus les Américains, l'OTAN. C'est un Gauleiter, Macron, c'est pas un président. Oui, en fait, le spectacle a fini d'être drôle. Le spectacle a fini d'être drôle parce que, oui. Avec François Hollande, au moins, on rigolait un peu. Et puis, il n'est plus divertissant. C'est-à-dire que, à la limite, bon, quand t'as un quinquennat Hollande, allez, vas-y, il dure 5 ans, t'as 5 ou 6 affaires majeures. Mais là, c'est par mois. Donc, en fait, c'est plus drôle, en fait. T'en arrives à des trucs, tu vois, des types Castaner recyclé au Mont-Blanc, Duracher, c'est ces gosses mineurs qui ont les actions d'entreprise d'un truc lié au pétrole, alors que c'est elle qui gère le dossier. Ce n'est plus drôle. Dupond-Moretti qui te dit que les Français vivent un sentiment d'insécurité. Ce matin, il a déclaré qu'il fallait renforcer la sécurité des élus. Ah non, connard, c'est un sentiment. Dupond-Moretti qui prend la défense de l'agresseuse, enfin de la suspecte qui aurait agressé et tué Lola. Non, mais bon, voilà, c'est plus drôle. En fait, c'est plus marrant. On n'est plus dans la gaffe. On n'est plus dans le. Alors moi, les gens rient parce que c'est toujours drôle, mais. C'est drôle par l'absurde. Oui. Nicolas Vidal. Oui, Greg, mais il y a une question aussi qui est intéressante, que ça soit sur ligne droite, vous avec votre très grosse communauté, Putsch et quelques autres, on n'est pas beaucoup, mais on est quelques-uns encore, avant qu'on nous neutralise définitivement. Oui, ça va venir. Donc on parle, les gens à qui on parle, Greg, finalement, on en a déjà parlé de ça, ils sont déjà intéressés, ils ont déjà conscience. La question qui se pose à nous, la question qui se pose aux médias indépendants, la question qui se pose à vous aussi, youtubeurs, influenceurs, c'est comment concrètement, aller chercher ce que j'appelle les autruches ou les gens qui ne veulent pas voir, parce qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas voir. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec Guy Louis là-dessus. J'ai lu son très bon bouquin Les Dépossédés, mais il y a une chose que je suis pas d'accord avec lui, c'est que il y a des gens qui s'en foutent et qui ne veulent pas voir les choses. C'est les véritables autruches. Oui, comment avec les anesthésiés dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ouais, avec nos canaux respectifs, nous médias et vous avec votre chaîne YouTube influenceur, comment vous appréhendez le fait que vous pouvez aller toucher des gens plus largement, au-delà même de la crise économique, des gaffes, de l'imbécilité, de l'inanité de ces gens qui nous servent de gouvernement de bras cassés, finalement. Par effet de ricochet. En fait, en vrai, c'est des premières choses que me disent les gens qui sont des abonnés un peu fidèles de la chaîne quand ils me rencontrent, c'est j'ai converti ma copine, mes parents, ma grand-mère et 3 potes de fac. Et en fait, je crois vraiment que au bout d'un moment, l'humain, le lien qu'on a avec son ami, son amant, son frère, son compagnon est plus fort que... À l'heure que nous vivons d'accusations de complotistes, de pro-russes, de machin, tout devient inaudible. Les gens ne regardent plus. Moi, je vois que la moyenne, quand j'ai commencé de visionnage des vidéos sur YouTube, c'était plutôt 8 minutes. Aujourd'hui, c'est 30 secondes. Donc, en fait, les gens... Non, en fait, il faut compter sur le fait que vous allez convaincre des gens et insister sur le fait que si ces gens peuvent en parler autour d'eux, si ces gens peuvent pas forcément de joue, s'ils pensent qu'il y a d'autres personnes mieux pour les sensibiliser un peu... Mais je pense que c'est ce lien de... Cette chaîne d'union, entre guillemets, qui va relier les gens, parce que
tout seul, si vous avez la possibilité de le faire, mais vous voyez que ils vont souvent être attaqués par j'ai lu un article qui dit que t'es. Ouais. Et puis, Alors ça, je trouve ça quand même très intéressant. J'aimerais bien qu'on s'arrête dessus un instant, parce qu'il y a quand même des études, tout ça, évidemment, a été travaillé. Cette espèce d'accumulation des chiffres. Alors, on a vu la litanie des morts à une époque, les morts Covid. Ensuite, la litanie des chiffres du succès du vaccin, la litanie des morts en Ukraine. Enfin, on a ces chiffres qui tombent, et qui ne signifient plus rien, en fait. D'ailleurs, qui n'ont peut-être rien signifié, parce que quand on demande des chiffres simples, la preuve avec la demande à la CADA il y a peu de temps, finalement, les chiffres d'une simplicité aberrante qui permet à tout le monde de comprendre le fonctionnement d'un vaccin ou pas, nous sont refusés. Mais donc si, on a Clément, à part le 49.3, hein. À part le 49.3, ouais. ça, le sans nombre le bien 49.3, hein. C'est le seul qu'on comprend. Le ça. nombre magique. Mais non, mais à part ça, voilà, il y a une forme de sidération, comment dire, de suraccumulation de chiffres et d'informations tous les jours qui partent dans tous les sens et qui sont, je pense, volontaires et qui permettent de bloquer finalement l'intellect. On ne peut plus prendre la mesure de tout ce qui nous est annoncé tous les jours, sachant que nous sommes quand même en crise et en guerre depuis 2 ans. Alors ça a commencé contre un microbe, maintenant c'est contre un pays, potentiellement contre Vladimir Poutine qui est loin d'être un microbe, donc on risque d'aller un peu plus loin dans la guerre. Mais c'est vrai qu'on a cette accumulation d'états d'apocalypse et de chiffres qui fait que nous, petits êtres humains qui fonctionnons normalement, on est complètement écrasés et on a du mal à comprendre finalement. On a du mal à comprendre parce que cette sidération dont on parlait tout à l'heure. Ça permet de couper l'intellect, mais ça permet aussi de couper l'émotion. Parce que derrière le chiffre, je ne vois pas. Je ne vois pas la réalité quand on me dit que l'inflation augmente de 17%. Bon, l'inflation a augmenté de 17%. Si on me dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire il va y avoir 40 000 personnes qui vont mourir de faim dans les 2 mois. Exactement. Ah. Ou encore mieux, combien va coûter ma baguette de pain ? Voilà. Combien va coûter ma baguette de pain ? Pour ceux qui sont même encore plus individualistes sur ça. Combien va coûter ma baguette de pain ? Voilà, c'est ça que ça... En fait, il y a des façons de présenter le réel pour qu'il devienne supportable. Je crois vraiment que nos politiques essaient de gagner du temps, là. Alors, il y a 2 choses. Il y a ce côté accumulation de chiffres, d'études, de guerres. D'ailleurs, j'ai lu, c'est un sénateur républicain américain qui a publié un article en disant la lassitude de l'apocalypse. Je trouve que c'est assez vrai. Je pense qu'on risque de tomber aussi dans cette forme de lassitude pour répondre à la question du réveil des gilets jaunes qui n'arrive pas. Peut-être aussi qu'on tombe dans cette espèce de grande lassitude. Une drôle de guerre. Oui. Exactement. Bah oui, c'est ça. C'est la drôle de guerre. Et puis, il y a ce côté-là, accumulation. Et il y a le côté aussi, il faut le dire, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête un temps là-dessus, sur le conformisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui aime son confort et son conformisme. Beaucoup préfèrent rester, même s'ils savent qu'au fond, il y a quelque chose qui cloche. Ils savent qu'il y a des Greg Tabibian et que leurs copains leur disent « Regarde Greg, c'est beaucoup plus intéressant que regarder BFM ». En même temps, finalement, ils trouvent que leur petite vie fonctionne bien comme ça et ils préfèrent pas aller beaucoup plus loin. Mais il y a toujours eu cette majorité de gens qui ne veulent pas avoir d'ennui. Oui. Et encore une fois, ce n'est pas elle, c'est pas elle qui fait la révolution. C'est elle qui a un tableau. C'est elle elle vote malheureusement celle-là aussi. Oui, elle vote, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est qu'elle n'a pas simplement un tableau du maréchal sur la cheminée avant d'aller danser avec les Américains le lendemain. Mais non, mais c'est ça. Et on n'en a jamais eu besoin. On a eu les mêmes bourgeois qui se sont trouvés un bonnet frigé en 24 heures sur Wish à l'époque et qui ont tenté d'aller danser avec les autres. C'est pas grave parce qu'en fait, encore une fois, numérairement, on fait pas les révolutions à 30 millions. On fait les révolutions plutôt à 30 000 ou à 300 000. Mais ces gens-là sont-ils à convaincre ? Y a-t-il besoin ? Moi, j'ai pas envie de convaincre ces gens. Par contre, si ces gens, après, vont faire du boulot de désinformation, on appelle ça le débunkage maintenant, pour aller dire, n'allez pas voir ce mec, n'allez pas... Là, oui, non, je vais me défendre. Non, ils suivent le mouvement, c'est pas eux qui font le boulot. Voilà, mais s'ils suivent le mouvement, ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Ces gens sont toujours là, ils seront toujours là. Il y a des gens qui sont quand la majorité sera passée ailleurs, ils seront ailleurs. Ils seront ailleurs. Ils auront changé de champ. Ils seront ailleurs, parce qu'ils changeront du jour au lendemain. Enfin, faut quand même comprendre qu'en plus, ces gens-là sont très souvent des récupérés politiquement. Emmanuel Macron, c'est rien, c'est une construction artificielle. Donc cette construction artificielle reviendra à ses premiers... Ils ont fait 100 Macron, ce bloc bourgeois a fait 100 Macron pendant 40 ans. Donc ils peuvent très bien faire... ils iront ailleurs.
Ils seront plus, comment on dit maintenant, non, c'est plus En Marche, c'est Renaissance. Voilà, Renaissance. Ils seront. C'est la renaissance des boomers. Allez, Ils seront. Je me demande à quel point il a pas fait ça pour signifier ça. Mais, non mais attends, quand c'est son électorat principal et que tu choisis ce lexique de langage de la Renaissance et de la vie, tu le fais quand même. Ouais. Je sais plus ce qu'on disait, mais oui, Bon, on va faire une pause pour les informations et on se retrouve comme ça. On aura le temps de retrouver nos idées. Et les informations, c'est avec Merwan Meoubi. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Greg Tabibian, pour ceux qui nous rejoignent, est humoriste, vidéaste. Il a sa chaîne YouTube Je suis pas content TV, qui a déjà plus de 340 000 abonnés. Il parle de politique, il fait de l'humour politique. Et on commençait d'ailleurs à le dire tout à l'heure, hein, finalement, les politiques ne sont plus drôles aujourd'hui. Donc ça vous demande beaucoup plus de travail qu'avant, finalement, Greg. Ah non, beaucoup moins. Non, beaucoup moins, parce que le rire, au bout d'un moment, c'est l'absurde. Voilà, il y a des gens qui font le travail. Ta place, Marlène Schiappa fait ton travail. Ah oui, là, ça, Agnès Pannier-Runacher, son truc du. Je décale, je stoppe. Alors, je me permets, Ouais. je viens d'avoir une info. Je suis en train de regarder Agnès Pannier-Runacher, les cheveux en bataille au Conseil européen, qui vient nous parler du plan sur le Conseil de l'énergie européen. Ouais. Je vous assure, le matin à 9h15, ça pique, hein. Ça pique Ça de fait voir pas rire, Agnès vous voulez dire. Pannier-Runacher qui aujourd'hui fait une déclaration qui manifestement, j'ai la vidéo sous les yeux, égrène les petites fiches que lui a fait son conseiller techno dans l'avion et puis dans le taxi, puisqu'elle aime bien la sobriété énergétique. Elle n'est pas encore roulée, est en petit débardeur blanc. Et je vous envoie. Allez voir finalement cette vidéo, c'était pour répondre à Greg Tabibian. Donc Greg, je pense que Agnès Pannier-Runacher finalement va être meilleure que vous en termes d'humour, hein, qu'elle prend la parole. Hein, vraiment. Non, mais là, je pense qu'elle va être dans les clous là. Là, elle bouge pas là. Quand ils ont tenté de la défendre, ils rigolaient pas, Véran. Ils savaient que c'était indéfendable. Ça se voyait que. Mais ont-ils vraiment tenté de la défendre ? Ouais, je pense qu'ils avaient décidé de la larguer en route. Alors, on va évidemment, Nicolas Vidal, vous l'avez entendu, est avec nous, hein, fondateur de Putsch Media, Nicolas Vidal, Greg Tabibian, tout le monde est là. On va réagir juste avant de reprendre notre propos, puis finalement tout ça est bien lié, sur ce sujet d'actualité internationale qui a fait réagir Greg Tabibian pendant le bulletin d'information. La Russie, désormais qualifiée d'État promoteur du terrorisme par l'Union européenne. Alors, bon. Bouf, ça vous a fait un peu pouffer, Greg Tabibian. Moi, ça me fait pas rire du tout, parce que là, on arrive quand même à quelque chose de très grave. Non, mais ça n'a plus aucun sens. Oui. Ça n'a plus aucun sens. Donc, qu'est-ce qui se passe alors ? Du coup, la Russie est un État terroriste maintenant ? Oui, bah donc ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'on a le droit de lui déclarer la guerre, voilà. qu'un bon État démocratique, parce qu'on connaît le fonctionnement. Ouais, donc sûr, les Américains disent qui est terroriste, et puis après ils ont le droit de bombarder. Ils ont refait terroriste. Ils ont refait le truc. Non, mais c'est dingue. Vous auriez pu trouver un autre truc que de ressucer les fiches de Bush. C'est minable ce qu'ils ont fait, quoi. Donc là, on va avoir une fiole de quoi ? Joe Biden, souvent qu'on on va avoir Papendiaï avec une fiole de pisse qui va arriver et nous dire regardez, dedans, j'ai la preuve que. Il prépare un attentat chimique. De fake news. Regardez, il y a une fake news dans ce flacon. Si je la lâche, on est tous désinformés. Ils vont faire n'importe quoi. Non, mais alors, ça veut dire quoi ? Non, mais c'est absurde. C'est pour ça que c'est drôle, c'est absurde. Ça veut dire quoi, l'Allemagne ? Donc, elle achète du gaz aux Russes. Donc elle est complice de terrorisme ? Mais l'Allemagne n'a plus le droit d'acheter de gaz aux Russes depuis le sabotage. C'est quand même mais elle signal. a été complice de terrorisme. Ah oui, il a été complice, oui. Ouais, mais la Farge aussi. Ouais. Oh là là, c'est ridicule. Mais Clémence et Greg Tabibian, c'est intéressant et je partage l'avis de Clémence là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la réaction sur BFM TV hier soir. Je suis désolé, hein, j'avais que ça comme source, désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. De Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, qui a déclaré très sincèrement suite à cette condamnation du Parlement européen pour dire que la Russie de Poutine était un État terroriste, il dit « Vous allez payer très cher le prix de votre soutien à l'Ukraine par votre économie, notamment les classes moyennes européennes et les politiciens qui vont se retrouver dans les poubelles de l'histoire. » Hier, je peux vous assurer que ce genre de déclaration, autant les Européens sont conséquents, autant eux, on le sait, quoi qu'on en pense, ils ne rigolent pas.
il ne rigole pas. Et cette déclaration de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, très sincèrement, elle n'a pas fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous, on l'a mis à la une de Putsch. Et je pense que je suis assez d'accord avec vous, Clémence. Ces gens sont totalement irresponsables et ça n'a aucune utilité d'aucune sorte. Voilà. Oui. Surtout qu'en plus, ce n'est pas cohérent par rapport à leurs freins, les freins qu'ils sont en train de mettre, que les Américains sont en train de mettre vis-à-vis d'un enchaînement de l'OTAN. Enfin, on a vu le bombardement en Pologne, le fait qu'ils bloquent toute accusation sur le fait que ça puisse être la Russie. Donc, on ne veut pas accuser la Russie, en même temps, on l'accuse de terrorisme. Et pourquoi faire? Pour aller où? On a du mal à comprendre le message également. Parce que l'entité européenne, c'est vrai que c'est difficile à voir. L'entité européenne et l'entité états-unienne ne sont pas les mêmes. Ouais. L'Europe est déclinante, morte civilisationnellement, passive, soumise, elle aime ça, c'est son droit, hein, mais pas avec mes impôts, quoi. Donc elle est passive, elle est soumise, elle aime pas ça. Avec ma peau aussi. Voilà, elle a besoin de, elle a presque envie de se trouver un narratif de guerrier pour essayer d'expliquer aux classes moyennes que c'est vraiment la merde et qu'il faut vraiment aller faire la guerre. Mais les États-Unis n'ont pas forcément le même rapport. Les États-Unis n'avaient pas spécialement les yeux rivés vers la Russie. Les États-Unis je pense qu'ils seront prêts à abandonner le truc plutôt que nous. Ils en ont moins besoin du narratif. On est en guerre. Ils l'ont utilisé, la carte a servi. Maintenant, c'est fini. Ils ont fait leur petit commerce. Voilà. Et pour eux, voilà, on peut s'arrêter là. Mais Macron, il peut pas. Mais non, mais nous, on a suivi et maintenant, on sait plus quoi faire. On avait perdu dans cette histoire. Bah oui, il est amoureux, Macron, donc il veut y aller là. Amoureux de Joe Biden. Et puis surtout, Clémence, il y a aussi cette volonté des États-Unis de mettre à genoux l'Union européenne. Aussi, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est maintenant, déjà fait, pardon, mais on est non seulement à genoux, mais oui. Bruno Le Maire est allé à Washington récemment pour négocier sur les prix du GNL. Donc, il y avait cette volonté aussi préméditée de finir de mettre à genoux l'Union européenne, qui n'est que les vassaux sur les États de l'Union européenne face à la Russie. Donc là, on peut quand même se poser la question de ce que les élites ont fait. C'est-à-dire, c'est une forme de trahison aussi. Soit ils sont complètement inconséquents et n'ont pas vu venir. Dans le cas où ils le savent pertinemment et qui sont à la botte de l'Union européenne, donc des États-Unis, et vous y mettez au milieu du jeu de qui, là, l'Allemagne, concrètement, ça pose de véritables questions sur la capacité de nos élites à protéger, à préserver nos intérêts, nous, Français moyens, de bas étage. Oui, on revient sur notre sujet. De toute façon, cette élite a-t-elle envie de protéger les citoyens? Absolument pas. On le voit, on l'a vu pendant la période du Covid, on le voit dans cette guerre, on le voit dans l'inflation, on le voit dans tous nos sujets. Alors, à ce sujet, justement, je me retourne vers vous, Greg Tabibian. Je voudrais qu'on revienne sur cette question. Finalement, que veut cette élite française? Là, revenons un peu dans notre pays. On comprend que nous sommes en guerre permanente, etc. On comprend aussi qu'il y a une guerre contre les résistants, comme vous et nous, comme Nicolas Vidal. Une guerre qui se passe maintenant par les assises anti-complotistes, mais qui s'est passée autrement, par d'autres biais. On a vu aussi tous ces ordres de médecine, ordre des avocats, qui ont tous convoqué les uns après les autres tous les esprits résistants, et pourtant, avec le CV suffisant pour pouvoir émettre un avis, tous ces esprits résistants ont été convoqués, blâmés, etc. Donc, que se passe-t-il aussi de ce côté-là, Greg Tabibian? Je vois pas forcément. Alors, c'est vrai que ces assises sur le complotisme et la désinformation, qui a pour but de faire la jonction entre deux notions très floues déjà. Enfin non, une est floue et l'autre serait à partager. Emmanuel Macron pourrait en prendre sa part de la désinformation, voire même du complotisme. Du sectarisme. Oui, surtout du sectarisme. Là-dessus, il y a vraiment aucune notion à nous donner, aucune leçon à nous donner. Après. Alors, faut pas oublier que Macron, c'est aussi l'homme des numéros verts. Donc, faut pas paniquer trop vite. Parce qu'ils ont commandé à ce bon vieux Gérald Bronner, là, un paplard, il y a 3 mois, etc. Et il allait chialer après sur Twitter que « mais ils m'ont même pas rappelé !» Puisqu'ils sont fous, la photo elle était terminée, la couve du JDD elle était faite en fait. C'est con, ils auraient dû t'envoyer un mémo pour dire de pas bosser parce qu'en fait ils s'en foutaient de ton truc. Il n'a pas dû bosser trop non plus. Il n'a pas dû bosser trop non plus. On sait pas, faut pas je pense que ça dépend. Ça dépend si ça nécessite un haut effort intellectuel pour lui ou pas, ou s'ils écrivent vraiment le truc comme dans les sketchs de Franck Lepage au hasard avec des mots sortis d'un chapeau. Mais on sait pas. Voilà, ça peut être un effet d'annonce pour faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce qu'on a des lois aujourd'hui qui vont réduire les droits civiques de certains en raison de leurs opinions politiques, etc.
Pour l'instant, c'est pas le cas. Bah là, je ne sais pas si vous avez su, il y a quand même des médecins qui sont convoqués par des policiers, tous les médecins suspendus Oui. qui sont convoqués par des policiers. On ne comprend pas trop quels sont les textes qui permettent de convoquer des... Donc c'est pour faire peur, c'est pour mettre la pression. Mais tout de même, on sent... Alors, c'est une ambiance. Est-ce que c'est seulement une ambiance ou est-ce qu'on va passer à des choses un peu plus sérieuses? Non, mais je distingue bien ce qui est un soignant de ce qui est quelqu'un qui va faire de la radio, de la télé ou de la scène. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, il y a des professions qui doivent être mises au pas. Il faut des flics au pas, il faut des médecins au pas, il faut un certain nombre de gens qui suivent au pas. Mais quand on sort du régalien ou du para-régalien, pour l'instant, le gouvernement laisse relativement, comparé à d'autres pays, les artistes, les chansonniers, les animateurs parler, dans la mesure où notre leader suprême n'est pas directement touché. Parce qu'on rappelle qu'il a quand même foutu une amende à un mec. Il y a un mec qui s'est pris une amende pour avoir fait une représentation de Macron en slip. Et il y a une femme, cette affaire n'est absolument pas mentionnée, mais parce que il y a des gens qui vivent bien plus grave, qui a quand même été convoquée et qui a fait 48 heures de garde à vue, parce qu'elle organisait des parties de jeux de rôle pour 15 personnes et qu'elle avait fait un scénario dans lequel Emmanuel Macron était capturé par des gilets jaunes. Et que c'est apologie de violence contre le chef de l'État. Oh là là, oui. Et que, c'est pas une blague, le PV du juge lui dit qu'elle est relâchée à la condition qu'elle modifie la fin de son scénario. C'est-à-dire que pour les gens qui disent que Macron est un libéral, Macron pense qu'il doit décider ce que les joueurs de jeux de rôle en France ont le droit d'écrire dans leur scénario. Et c'est aussi lui qui donne plus de pouvoir au CSA face aux films porno. Donc c'est pour le rappel du Macron est un libéral, non. Voilà, une fois pour toutes, non et encore non. Oui, mais donc ça va vous allez plutôt dans mon sens là. On a de quoi s'inquiéter. Vous dites finalement la liberté d'expression des journalistes, elle est pour le moment préservée. Mais pour l'instant, ils ont un peu peur parce que toute tentative de taper sur quelqu'un qui a une audience médiatique comme la nôtre peut être à double tranchant. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné Macron. Est-ce qu'un jour sauf qu'avant on nous de taper, en fait, il fait marcher. C'est pas Emmanuel Macron qui va taper, il va lâcher ses chiens de garde. Et qu'est-ce que c'est les chiens de garde? C'est les check news, fake news, machin truc. Ils vont vous dire ah non mais Greg Tapibian, Nicolas Vidal, Clémence Diakova et autres sont des affreux fachos rouge-brun, pro-russes, complotistes. Et donc là, peut-être que finalement les gens vont se désintéresser de votre sort en se disant finalement il l'a bien mérité. C'est ça ce qui risque de se passer. Oui et non, parce qu'en fait, il y a une différence. C'est que à l'époque de la censure hollandiste, à l'époque Dieudonné, la digue entre les infréquentables et le monde de la télé existait encore. C'est-à-dire que quand on a dit Dieudonné est un nazi, Dieudonné est nulle part. Aujourd'hui, quand on dit Thaïs Descuffon est une nazie, elle est le lendemain chez Hanouna pendant une semaine tous les soirs. Donc la différence, Hanouna a cassé le truc finalement. Exactement. Il y a des gens qui aujourd'hui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec cette fachosphère, parce que quoi qu'en disent encore les gauchistes, elle a gagné culturellement sur Internet. Et que ça, ils ne peuvent pas s'en passer. Et qu'Hanouna, il a besoin de faire du fric. Et qu'il y a 10 ans... Et Hanouna manque de peau. Aujourd'hui, ceux qui le regardent sont, entre guillemets, les beaufs du Rassemblement National. Ah mais complètement. Je pense même qu'il y a des gens qui existent et qui ne sont pas invités, non pas parce qu'ils sont trop radicaux, mais parce qu'Hanouna ne les connaît pas. Moi, je pense que demain, si quelqu'un montre une vidéo d'Henri de Lesquen à Cyril Hanouna, il l'invite demain. Non, je crois sincèrement qu'il le fait. Bon, alors on va pas non plus... Non, mais tu vois, à l'époque, quand le ministère disait « lui, on le reçoit pas », les médias étaient au garde à vous. Oui. Aujourd'hui, quand Darmanin dit « lui, on le reçoit pas », Cyril Hanouna s'en bat les couilles. Parce que Cyril Hanouna pense, il l'a justifié face à Louis Boyard, et il a raison, pas du point de vue moral, mais du point de vue du fait. Il a plus de pouvoir en France que 80% des gens qui ont un mandat de député aujourd'hui en France, qui sont élus par le peuple. Il fait ce qu'il veut, Hanouna, en fait. Donc, tant qu'il a son blanc-seing par son patron à lui. Tant qu'il a son blanc-seing par son patron, et il peut pas trop déconner. Même si pour moi, avec Boyard, il a dépassé de plus que ce qu'il fallait à la limite. Mais techniquement, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait sauter la digue. Bolloré a fait sauter la digue d'argent, des lignes. Ils font sauter certaines digues. Certaines digues, mais qui auraient Certaines restent bien hautes et on n'y touchera pas. Lesquelles? Je sais pas, sur la question de la vaccination, par exemple, on est resté très, très mesuré, non? Mais regarde, encore une fois, Hanouna, il a invité des antivax, il a invité des antivax, il a invité des gilets jaunes rades, pas des modérés. Oui. Donc,
je crois qu'en fait... Oui, Hanouna, d'accord, ok. C'est pour ça que la bataille a toujours été culturelle. Si un mouvement gagne la bataille culturelle, cette espèce de fachosphère qu'on dit, elle devient bankable. Si elle devient bankable, elle passe à la télé. Elle passe chez Morandini d'ailleurs également maintenant. Voilà, exactement. Et je sais que par exemple, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens dans le milieu woke, probablement ailleurs, mais eux aiment bien en être fiers, qui vont faire comment dire, qui vont aller voir les YouTube, qui vont aller voir les Tipeee, qui vont aller voir les machins, qui vont dire mais censurer, fermer ce compte. Plie de moins en moins. Ils s'en foutent. En fait, en vrai, ils s'en tapent. Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Et qu'ils s'en foutent. Parce que moi... Les chaînes s'en foutent. Ah oui, parce que moi, je touche peut-être pas l'argent, parce que voilà, mais je fais gagner 10 000 balles par mois à YouTube. Oui. Donc en fait, si... Le mec de base qui va faire moins... Si, j'ai une chaîne monétisée, mais je touche pas tout le temps. Mais quand je suis pas monétisé, YouTube a pris sa part, par contre. Alors nous, on n'est pas monétisé parce qu'on est nuisible. Vous saviez ça? Ah ouais? Oui, Le dossier refusé? Non, on est nuisible. Le dossier refusé, ouais. Nicolas Vidal. Oui, Greg Tabibian, si je suis votre argumentation, ça voudrait dire aussi, en quelque sorte, que bon, on parlait de la fachosphère, est-ce que la propagande des chaînes mainstream, ce que j'appelle des chaînes aplaties, bien entendu, serait moins efficace aujourd'hui, deviendrait moins efficace au fil du temps, puisqu'il y avait une déperdition sur les réseaux, mais vous avez cité notamment très justement sur le plateau d'Hanouna, où il s'interdit pas de recevoir des gens qui sont très mal vus. Finalement, est-ce que la propagande fonctionne de moins en moins auprès de moins en moins de gens, de Français? Est-ce que ça vous pensez ça ou pas? Non, les gens le pensent. Les gens le croient tout. Ils le croient même plus qu'avant, que la France est composée d'un quart d'horribles complotistes qui sont prêts à prendre le pouvoir. Et ils sont tous les jours scandalisés sur Twitter que Pascal Praud, que Hanouna donne la parole à ces gens-là parce que c'est un danger. Mais si ces gens-là, s'il y avait un Heinrich Himmler en puissance dans l'équipe, ils ne seraient pas à la télévision. Enfin, c'est absurde. Les gens, non, il y a ce narratif. C'est un scandale qu'il y ait des télévisions qui vont inviter ces gens-là, etc. Et non, je ne crois pas que c'est la propagande qui prenne moins. Je crois qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un intérêt financier. Et qu'il y a des gens qui ont vu aussi les différences d'audience. Il y a aussi des gens qui ont besoin de se réinformer, vous le savez. Il y a des gens qui ont besoin de se réinformer aussi. Regardez nos communautés à nous, si on ajoute nos communautés, ça pèse très très lourd finalement. Donc il y a aussi un besoin, une appétence à se réinformer, à entendre autre chose, ne serait-ce qu'à avoir un ton humoristique, un ton grivois, ou des analyses un peu plus profondes, un peu plus éclairées sur une situation qui nous paraît, nous, scandaleuse et dangereuse. Et les gens ont besoin de ça aussi, il me semble-t-il. Ils en ont besoin. Il y a des gens... Ma première fonction, c'est antidépresseur pour les gens. C'est vraiment ça. C'est ma première fonction avant tout. Et si je devais me séparer de tout ce que je fais, sauf d'une chose, ce serait je continuerai à faire des blagues de temps en temps parce qu'il y a des gens que ça aide à aller mieux. Donc c'est tout. Le reste est très secondaire. C'est ce que racontait également Papacito et d'ailleurs toute l'équipe, la première équipe du Ring à l'époque, Laurent Oberton et tout ça. Sauf qu'il nous disait, en fait, ces gens-là nous utilisent comme des antidépresseurs, c'est grâce à nous qu'ils tiennent, ils disent qu'on est leur souffle dans la journée, etc. Mais il y a un petit, je trouve qu'il y a un côté pernicieux, parce que finalement, beaucoup de ces gens-là font ça en secret. D'ailleurs, moi, pareil, on a des personnes qui viennent me dire en secret, oui, je t'écoute, je te regarde, mais bon, voilà, on va pas le dire devant tout le monde au dîner mondain, quoi. Sauf quand ça deviendra un fait social majoritaire et que ce sera bien vu et que ce sera cette subversion qui sera acceptée. Et en fait, ce sera bien vu quand ça va arriver sur le plateau télé de Cyril Hanouna. Quand ça deviendra une opinion comme une autre. En fait, Cyril Hanouna est la démocratisation des idées aujourd'hui. Enfin, c'est la nouvelle agora. Attention, je sais que c'est compliqué ce débat, Hanouna, parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, on a aussi l'agora qu'on mérite. On va pas, c'est pas parce qu'elle est bordélique, chaotique, que les gens sont incapables d'aligner des raisonnements et autre chose que dans l'affect, que c'est pas l'agora, c'est l'agora. Mais il remplit une sorte de rôle social de grand animateur populaire et ces grands animateurs ont énormément de pouvoir et leur ligne politique personnelle a énormément d'influence dans la société. Qui a pris ce créneau qui était celui d'Hanouna pendant 25 ans? C'est un monsieur qui s'appelle Laurent Ruquier. Laurent Ruquier a dit, il est le mec le plus écouté en France, peut-être après Michel Drucker, et il te dit, j'ai décidé que je n'inviterai jamais de ma vie le Front National, sauf en période d'élection. Il les a invités 3 fois. Est-ce que c'était normal aussi qu'un type qui est la tête d'épingle de l'information en France dise, parce que j'aime pas ces gens-là, je ne vais pas les inviter pendant 25... Non, pas du tout. Il a dit avoir regretté d'avoir travaillé avec Éric Zemmour. Donc, voilà, oui, complètement. Mais je pense qu'il y a une classe médiatique qui veut
en fait, maintenir, je ne sais pour quelle raison, à l'écran, le débat gauche-droite des années 90-2000, alors qu'il n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... En cravate. Exactement. Alors que, ces partis politiques ont éclaté dans de multiples sensibilités, qui aujourd'hui te donnent même des coalitions de gauche à l'Assemblée, donc rien ne tient. Et ils veulent maintenir une sorte de structure dans laquelle c'est 50% de temps d'antenne pour le PS, 40% pour le PS, 40% pour la droite. C'est la télévision fantôme, finalement. La gauche, la droite, et les vieux fantômes des années 80. Alors qu'en réalité, si vraiment aujourd'hui la télévision voulait être représentative de l'opinion des gens, je regarde les scores des dernières élections, je devrais avoir autant d'interventions des Républicains à la télé que de Jean Lassalle. En vrai, normalement, à 1% près, c'est ça. Pour 40 minutes données aux Républicains, je devrais avoir 30 minutes de Jean Lassalle. Donc en fait, cette représentation des médias, le RN et la FI sont allés au forceps chercher la place qui leur était due, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais un quart de la population de chaque côté, tu peux pas être mis au banc comme ça, c'est pas possible. Surtout que le FI n'est pas l'extrême gauche, c'est juste la gauche normale, ils ont pris la place du PS, faut arrêter de se toucher. Mais on a cette espèce de volonté d'avoir des gens comme ça qui sont... Je comprends pas pourquoi il y a encore Ségolène Royal sur les plateaux de télévision en 2022. Oui, alors elle, c'est un phénomène encore particulier. C'est un ovni intéressant. C'est un ovni, oui. Nicolas Vidal. Vous avez bien Cambadélis. Alors, j'ai envie de vous dire que là, Cambadélis, il a quand même fini ses dernières législatives il y a 8 ans sur une palette à Montreuil. Alors bon, un boyau, mais aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant la question que vous abordez, Greg Tabibian, sur les médias, parce que finalement, on voit bien qu'ils jouent le rôle du théâtre d'ombre. Ils ne veulent pas, à un moment donné, mettre en avant ce qui se passe. Regardez sur l'inflation. Regardez sur les problèmes économiques dont on parle en permanence sur toutes nos chaînes. Regardez ce que font les médias mainstream. Ils nous font les bonnes idées pour moins consommer, pour consommer moins cher et se chauffer moins cher. Ces gens-là ne veulent pas aborder les véritables questions du pourquoi, du comment nous en sommes arrivés là. Donc, ils sont obligés à un moment donné de maintenir un cadre, un pseudo-factice politique qui laisserait penser que la droite et la gauche sont toujours là et on ne parle jamais d'Union européenne, on ne parle jamais des conséquences désastreuses, on ne parle jamais de mondialisation et aussi parce que ça soutient quoi ? C'est un cordon sanitaire à la désinformation ou à l'information véritable. Ils n'invitent pas des gens qui pourraient à un moment donné apporter un éclairage. C'est d'ailleurs pour ça que nous coexistons et nous survivons aussi dans nos entités respectives. Voyez-vous, donc les médias mainstream aussi défendent une endogamie, une oligarchie qui a décidé à un moment donné de dissoudre la population, le peuple, en les traitant de sans-dents, de gueux, de ceux qui ne sont rien. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant aussi de notre époque là-dessus. Et d'ailleurs, les médias, regardez, aujourd'hui, je finis par là, le dernier sondage Kantar Lacroix, c'est même pas 20% des Français qui croient ce qu'ils racontent, concrètement. Et ça dégringole chaque année. Voilà. Oui, c'est un jeune sur 4. Il y a un jeune sur 4, c'est ça, qui croit aux médias en France. Bien sûr, c'est très peu, mais c'est même 20% de la population. C'est beaucoup trop. Ouais. C'est beaucoup trop. Ouais. Parce que pour que le quart il lâche, il faut quoi là ? Un jeune sur 4 qui a des pensées suicidaires. Est-ce que c'est le même ? On ne sait pas. Mais excuse-moi, mais je pense que médicalement, une trop haute surexposition à Christophe Barbier, par exemple, peut te provoquer des pensées graves, des mauvaises choses pour toi ou pour tes proches. Donc, genre, on va voir un mec qui va buter 50 personnes, on va dire alors Daesh, non, Christophe Barbier, la matinale, il a pété un plomb, il est sorti, il a tué 40 personnes en disant sobriété. Enfin bon, c'est dingue. Mais en fait, je crois qu'on fait pas le même métier. Ces gens-là et nous ne faisons pas le même métier. En fait, on ne voit pas la même chose. C'est-à-dire que nous, on voit, je ne veux pas dire qu'on est visionnaires, mais on voit peut-être des Français dans la rue tous les jours, etc. On raconte ça, et eux, ils racontent le monde d'avant. Ils racontent même pas le monde d'avant, un mélange de monde nouveau qu'on force à rentrer dans un moule. Oui, dans un décorum. Dans une copie sociale des années 90-2000, avec un espèce de Macron qui a ramené quand même le Parti socialiste français à 1% et la droite à 4%, et qui est là, qui nous fait des grands discours sur comment... Il emploie encore des termes que même Rocard aurait trouvé has-been, la gauche de gouvernement, la droite républicaine, des trucs qui sont débiles à souhait. Ils te donnent l'illusion qu'il y a déjà il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Darmanin qui te dit on va discuter avec tout le spectre politique, mais pas avec les extrêmes. C'est quoi les extrêmes ? Mélenchon à 22, Marine à 28. C'est pas des extrêmes, connard. Ce n'est pas... C'est la gauche et la droite en France, en fait. Oui. Donc tu n'es pas en train de dire... C'est le nouveau clivage. Non, nous avons discuté avec le Parti Socialiste et les Républicains. Mais ils n'existent pas.
Dans leur monde imaginaire, voilà. Donc Mais il faut médiatiquement, continuent, médiatiquement que ces gens-là aient le temps de parole à la télévision pour que les gens continuent à croire que les Républicains et le Parti Socialiste, c'est des gens qui existent. Parce que Macron crée un faux débat public avec ces gens. Oui. En fait, tout cela est entretenu par ces médias bien conventionnels. Donc, en fait, tout le monde s'entretient les uns les autres et on se berce de nos illusions. Les médias français essaient de nous faire croire qu'on est en 95, sauf que c'est une uchronie où le centrisme a gagné les élections. Bayrou est président, il discute avec le PS et avec la droite. C'est faux. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Enfin, elle y est, mais tous ceux qui sont dans... Il n'y a plus de PS, il n'y a plus de LR. Et ces médias ont pour but, de donner l'illusion que du coup Macron débat avec des gens. Mais en fait, quand Macron me dit je débat avec la gauche, le gouvernement et la droite républicaine, il veut dire je ne débat pas avec 75 à 80% des Français de ce pays. Et j'ai envie de les emmerder. Et j'ai envie de les emmerder jusqu'au bout. Finalement, ce qui est intéressant, parce qu'on va arriver à la fin, c'est que je sens en vous de l'optimisme finalement, enfin une vision plutôt assez optimiste pour ce qui risque de nous arriver, nous résistants, on va dire. C'est intéressant parce qu'on pourrait aussi se dire oh là, on est vraiment foutu quoi. Je sais pas, en fait je regarde les modèles, je vois qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Donc je regarde comment ces mouvements-là qu'on appelle alt-right ou autres aux États-Unis survivent. Et je vois que même avec ce qu'on va appeler un deep state, mais bon c'est plus compliqué que ça, qui est très profond, avec des politiques là-bas qui est quand même assez dur, d'accusations de complotisme. T'as des mecs, t'as des Rogan, t'as des Crowder, des mecs qui tapent des vidéos, qui a des communautés à 15-20 millions, ces mecs se tapent des contrats avec Spotify. Après, en fait, quand il y a trop de fric, les États-Unis nous montrent qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout que le mec soit complotiste, vous êtes gentil, parce que les forces d'argent sont au-dessus de vous. Oui. Donc votre narratif politique, il marche quand vous êtes les champions, mais c'est plus vous qui dirigez la France. Donc si nous, on estime qu'on fait du fric avec, et qu'en plus, ce sont... Voilà, c'est possible qu'on se fasse... abattre, mais mais c'est vrai que vous comparez, on peut comparer avec ce qui se passe avec Elon Musk par exemple. On voit bien que là, il est en train de renverser complètement la table. Même s'il n'y aura rien, mais oui, mais voilà. Ouais, il fait quand même bien peur, rien que ça c'est sympathique. On a quand même tous les fact-checkers qui font pipi dans leur culotte. Si Julien Pain peut quitter Twitter. Je prends une action Twitter pour lui faire plaisir. Ça va me faire plaisir, ce sera ma première. Voilà. Nicolas Vidal, allez, le mot de la fin. Oui, c'est intéressant de voir, effectivement, espérons que nous allons durer le plus longtemps possible, et je le répète, nos communautés respectives font qu'il y a quand même la source d'espoir que nous pouvons avoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se réinforment, et les témoignages que vous avez, Greg Tabibian et Clémence et d'autres, c'est vraiment qu'on joue le rôle d'antidépresseur avec beaucoup de monde, mais vraiment, moi je suis intéressé parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés de l'individu atomisé, Netflixisé, Ikeaisé, à une forme de citoyenneté. On l'a vu avec les Gilets jaunes, ça s'est vu, et ça continue à se voir notamment avec la crise sanitaire, et les gens de plus en plus sont en train de s'éveiller et ont besoin aussi d'être réarmés intellectuellement. Je dis bien intellectuellement, par un moment donné des discours qui permettent de les structurer et de pouvoir eux-mêmes en société après pouvoir débattre, argumenter et surtout convaincre. Voilà. Eh bien, c'est bien noté. Monsieur Nicolas Vidal, merci beaucoup à vous. D'ailleurs, on vous retrouve pour votre chronique, Nicolas Vidal, qu'on va entendre. Merci beaucoup, Greg Tabibian, humoriste, vidéaste. Et puis, je rappelle le nom de votre chaîne YouTube. Je suis pas content en TV, pardon. Déjà 340 000 abonnés. Vous pouvez vous abonner dès maintenant, chers amis. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr. Une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.